Monsieur l'ancien recteur de l'Université de Genève, Madame la directrice du Global Studies Institute de l'Université de Genève, Mesdames les intervenantes et Messieurs les intervenants, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames, Messieurs, le Global Studies Institute de l'Université de Genève est fier et honoré de vous accueillir à la soirée de clôture de la 12e édition de la Semaine des droits humains. En choisissant comme thème les incertitudes de la démocratie, cette édition 2024 a proposé durant toute une semaine, et ce sera le cas encore durant ce dernier événement, un regard aussi critique que possible sur les conséquences de ces incertitudes telles qu'elles pèsent sur le fonctionnement des démocraties, leurs principes constitutifs et la gouvernance du système international. J'aurai l'occasion d'y revenir plus en avant. Cette soirée sera articulée autour de 3 moments. Le premier moment, constitué par des allocutions de bienvenue, seront prononcées par la directrice du Global Studies Institute, le fondateur et président d'honneur du FIFDH, la modératrice de la table ronde. Le second moment sera la table ronde elle-même, autour du thème « Les droits humains piégés par les identités ». Enfin, ce sera le moment pour vous d'échanger avec nos intervenantes et intervenants. C'est donc un programme très stimulant auquel nous vous invitons ce soir, comme cela a été le cas durant toute cette semaine ici à l'Université de Genève. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir et d'inviter la directrice du GIC, la professeure Céline Carrère, à me rejoindre sur scène pour son mot d'accueil. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Les salutations protocolaires ayant été faites par le président de la Semaine des droits humains. C'est vrai? Là, c'est mieux? Alors, Donc, je renouvelle mon bonsoir. Les salutations protocolaires ayant été faites par le président de la Semaine des droits humains, permettez-moi de vous saluer, vous toutes et tous, ce soir, en vos noms et qualités respectives. La Semaine des droits humains que le Global Studies Institute de l'Université de Genève organise depuis 2013 est une initiative de notre récente lauréate de la médaille de l'université, Madame Micheline Calmiré, ancienne présidente de la Confédération et ancienne professeure invitée au Global Studies Institute. Le thème de notre événement de clôture, dont l'ancrage est autant académique que politique, est les droits humains piégés par les identités. Ce sujet entre en résonance évidemment avec le thème de l'édition 2024 de la Semaine des droits humains, consacrée aux incertitudes de la démocratie. En effet, la montée du populisme, du communautarisme et des revendications identitaires à travers le monde, même dans les pays où les démocraties semblaient si bien ancrées, interroge. Alors que la démocratie peine à soigner certains maux de société, que la gouvernance démocratique est elle-même remise en cause par des votes populistes et que les droits humains sont remis en question, l'identité et la nation semblent faire recette. L'événement proposé ce soir vise à s'interroger sur cette évolution sociétale et globalisée, au travers d'un dialogue entre le journaliste et écrivain Kamel Daoud, récent lauréat du prix Goncourt 2024, pour son ouvrage Houri, et le politologue Pierre de Saint-Arclon, professeur honoraire de relations internationales à l'Université de Lausanne, j'allais dire Genève, lapsus, ancien vice-président de la Croix-Rouge suisse, ancien directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO, et un des fondateurs de l'Organisation mondiale contre la torture. Yascha Mounk, l'un des premiers à identifier le piège tendu aux droits humains par la montée de l'identitarisme, ne pourra pas être présent par vidéoconférence comme annoncé, mais sa réflexion alimentera les débats tout au long de cette soirée. Cet événement clôt une semaine captivante qui a accueilli plus d'une vingtaine d'événements grâce à nos partenaires et notamment, pour en citer quelques-uns, le département fédéral des affaires étrangères, la République et le canton de Genève et son département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, la ville de Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la Fondation Martin Ennals. Les rendez-vous proposés par le GSI à l'occasion de cette Semaine des droits humains sont aussi une façon de rappeler l'engagement de notre université pour le respect des droits humains, du droit international humanitaire, l'importance de la politique des bons offices, si chère à la Suisse, pour la résolution des conflits. C'est aussi, en toute modestie, l'occasion de rappeler l'expertise qu'apportent les membres de notre communauté face aux incertitudes de la démocratie,
via leur analyse, leur recherche et leur capacité à dialoguer au-delà des disciplines et avec toutes les parties prenantes du sujet. Je me réjouis tout particulièrement que nos étudiantes et étudiants se soient appropriés cet espace de débat qu'offre la Semaine des droits humains. Ils ont porté plusieurs événements, et notamment les Geneva Human Rights Talks, consacrés au retour de la guerre, comment assurer la continuité des instruments démocratiques. Et un grand merci à l'ensemble des équipes qui permettent de donner corps chaque année à cette Semaine des droits humains qui ne cesse de s'enrichir à chaque édition. Je vous souhaite un débat passionnant et passionné, et j'invite maintenant le président de la Semaine des droits humains, M. Frédéric Exposito, que je remercie au passage, à prononcer son mot d'introduction. Très belle soirée. Je tiens tout d'abord à rassurer le public, nous n'avons pas un numéro de duettiste entre la directeure du GSI et moi-même. C'est l'ordre du protocole qui fait qu'effectivement, j'ai le plaisir maintenant de vous adresser à vous pour rappeler le contexte dans lequel cette semaine des droits humains a été conçue. En effet, le point de départ à nos réflexions fut tout d'abord une année 2024 très particulière, puisqu'effectivement, cette année d'élection, si on peut la qualifier ainsi, a vu plus de 4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'humanité, à voter ou à être encore appelées aux urnes d'ici la fin de cette année dans 76 pays, dont 43 pays où des élections se sont tenues librement. Ainsi, de Taïwan, qui a voté dès le 13 janvier de cette année, en passant au Mexique, au Venezuela, au Brésil, à l'Inde, au Pakistan, à l'Indonésie, à la Russie, aux élections européennes et bien évidemment tout récemment les élections américaines. Nous sommes donc confrontés à une extraordinaire mobilisation citoyenne dont les résultats peuvent nous inquiéter parfois. Les rapports de force politiques ont dans certains cas été bouleversés, agissant comme des catalyseurs sur des alliances intergouvernementales et au sein de la communauté internationale. Si la démocratie est un idéal universellement reconnu, la démocratie moderne reste une expérience d'une grande complexité. Elle n'est pas seulement un système d'agencement des pouvoirs, mais avant tout une expérience habitée par l'incertitude. Précisément cette incertitude fondamentale dans la mesure où elle est constamment soumise à l'épreuve de la discussion et du débat public tel que défini par les lois et les normes constitutionnelles. C'est précisément par cette capacité à exprimer, à faire valoir leurs désaccords, leurs revendications et leurs protestations que les citoyennes et citoyens nourrissent cette incertitude. La démocratie est donc habitée par l'exercice du conflit, la persistance et le renouvellement des luttes. C'est précisément ce que Tocqueville définit dans un remarquable chapitre que vous connaissez peut-être, issu de son célèbre ouvrage « De la démocratie en Amérique », dans lequel il vante les avantages de la démocratie. Il identifie ces avantages notamment par sa capacité, je cite, de faire descendre l'idée des droits politiques jusqu'au moindre des citoyens. Il conclut d'ailleurs dans ce même chapitre en affirmant « On ne saurait trop le dire, il n'est rien de plus fécond en merveille que l'art d'être libre. Le despotisme se présente souvent comme le réparateur de tous les maux sur terre. Il est l'appui du bon droit, le soutien des opprimés et le fondateur de l'ordre. Les peuples s'endorment au sein de la prospérité momentanée qu'il fait naître, et lorsqu'ils se réveillent, ils sont misérables. » Fin de citation. Ces phrases nous frappent par leur actualité et leur acuité, et parce qu'elles éclairent les mensonges que couvre l'essor du totalitarisme. Par conséquent, l'enjeu crucial de la démocratie réside dans le renforcement de son unité autour de son principe fondamental, celui de la gestion des désaccords. Les élections américaines nous ont rappelé avec force que l'incertitude qui entoure tout processus électoral peut aussi devenir une faiblesse, voire une menace pour la démocratie elle-même, lorsque les valeurs et le cadre qui les entourent sont remis en cause. Lorsque la désinformation fait loi, que les perceptions comptent davantage que les analyses, l'incertitude touche à l'existence même de l'état de droit. En effet, si les institutions américaines ont relativement bien protégé la démocratie des attaques de Donald Trump lors de son premier mandat, on peut légitimement s'interroger sur l'état de santé actuel de ce présumé rempart pour un second mandat trumpiste. Aux États-Unis, comme en Europe,
le piège tendu aux droits humains par la montée de l'identitarisme inquiète. Et c'est précisément le thème que nous vous proposons ce soir pour ce débat entre messieurs Kamel Daoud et Pierre de Sénarclan. J'ai maintenant le plaisir d'inviter monsieur Leo Kahneman, fondateur et président d'honneur du FIFDH, et qui nous a soufflé très fort, l'idée d'inviter Kamel Daoud, notamment autour de cette question de l'identitarisme. Et je le remercie pour cela, car l'université, c'est cela aussi, savoir s'ouvrir aux propositions de conférences, aux débats d'idées, tel qu'il a été proposé par M. Leo Kahneman. Je le remercie, tout comme Olga Hidalgo-Weber, ma collègue, qui a nourri cette réflexion pour vous présenter cette soirée et cette articulation qui s'annonce passionnante. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et j'invite M. Leo Kahneman à me rejoindre. Merci. Bonsoir. Je tiens en premier lieu à remercier l'Université de Genève, Frédéric Esposito et Olga Hidalgo-Weber, avec qui j'ai collaboré pour organiser un débat sur ce spectre mortifère qui hante nos sociétés, le fléau identitaire. Les écrivains, les artistes, les essayistes ont-ils les armes nécessaires pour dénoncer les atteintes aux droits humains? Certains, comme nos invités, se retrouvent en première ligne contre l'identitarisme. Ils refusent la façade démocratique du national-populisme et l'influence désastreuse des forces obscurantistes. Mais parviennent-ils à bousculer les consciences? Pour répondre à ces interrogations, nous pensons que cette semaine aux droits humains est une nécessité absolue. Merci à Frédéric. Les démocraties sont-elles moribondes? Certes non, mais un mal actuel nous guette, l'exaltation des identités. Une calamité pernicieuse qui vient de l'intérieur de nos sociétés et déstabilise notre culture démocratique. En effet, elle se répand au détriment de ce qui rassemble, à savoir l'universalisme prôné par la Déclaration universelle, et l'universalité qui caractérise le dialogue nécessaire entre les différentes communautés. Ainsi, il est indispensable de comprendre les rouages de cette nouvelle vague identitaire. Le national-populisme d'une part, fier de ses privilèges nationaux, et d'autre part, le communautarisme, le séparatisme, la synthèse identitaire selon Yascha Mounk. Ces deux courants politiquement ennemis ont en commun le rejet, voire la haine de l'autre. Les étrangers pour les nationalistes et l'exclusion des autres pour les communautaristes, avec un slogan commun, « On est chez nous ». Les deux identitarismes ne cessent de gagner du terrain, une conquête progressive qui, au nom de la nation et du repli sur ses origines, écorne l'état de droit, abaisse le débat public, érode les libertés et désigne presque partout l'étranger comme bouc émissaire. Ça vient. Voilà. En Iran, au nom de l'islamisme, les intégristes attaquent le droit des femmes en les asservissant. En Afghanistan, ils les terrorisent jusqu'à les faire taire, et en Algérie, ils les ont massacrés pendant la guerre civile, les années noires, comme l'écrit courageusement Kamel Daoud. En lisant Houri, il devient évident que des complicités paradoxales existent entre l'islamisme et l'identitarisme. Notamment, cette guerre contre les femmes montre qu'elles sont doublement piégées par la soumission que leur impose la religion et par le poison de l'identité qui envahit nos sociétés. Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Si c'est vrai pour le climat, l'aphorisme vaut aussi pour la démocratie. Les dangers sont réels, palpables, immédiats.
les ingrédients de la folie identitaire sont présents sous nos yeux. On atteste la victoire catastrophique de Donald Trump, le fanatisme des intégristes en Iran, en Afghanistan, sans oublier le Hamas et l'extrême droite israélienne. Y a-t-il une réponse à cette dérive particulariste? Un projet pour la nation qui rende sa vraie identité fondée sur la justice et la liberté, à l'opposé des enfermements nationalistes et ethniques. C'est ce qu'a tenté le philosophe et poète Édouard Glissant à travers son concept de créolisation. Pour lui, la créolisation est un processus universel à condition qu'elle favorise, en les enrichissant, le dialogue et l'échange entre les cultures différentes. Tout le contraire du séparatisme, un optimisme qui constitue un espoir. Allons-nous emprunter cette voie? Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chères étudiantes, chers étudiants, chers publics, cette table ronde, elle a été conçue dans le cadre de la Semaine des droits humains, car l'identitarisme semble battre en brèche tous les fondamentaux des droits humains. L'être humain, certes, il est composé d'une multitude de facettes identitaires. Elles sont interconnectées, elles s'enrichissent mutuellement. Cependant, il me semble, ces dernières années, on constate un repli identitaire, une tendance à se définir par une seule de ces facettes et adopter une posture qui creuse le fossé entre des groupes qui sont repliés sur eux-mêmes. L'obsession de l'identité a envahi le champ politique. Les questions qui animent les sociétés ne semblent plus être « où voulons-nous aller ? Quel monde voulons-nous construire ?» mais plutôt « qui sommes-nous et comment rester nous-mêmes ?» La chute du mur a entraîné avec lui la fin des grands schémas de pensée et des grilles de lecture cohérentes. La mondialisation, l'interconnexion de tous et de tout, la crise de la représentation dans les États-nations démocratiques, le retour des populismes et leur obsession du bouc émissaire, la nouvelle vivacité religieuse, tout est réuni pour que l'identitarisme devienne la matrice de la vie politique partisane. La démagogie des populistes qui mobilisent les affects fait recette. Il est devenu beaucoup plus facile pour tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir d'agiter la question « qui sommes-nous » et « qui sont nos ennemis » que de définir un cap et de proposer des réformes qui nous permettraient d'affronter un avenir certes incertain. Ces postures identitaristes, elles infusent à des degrés divers tous les camps politiques. Au départ, l'identitarisme semblait associé au mouvement de droite et aux États autoritaires, mais désormais cela vient également de la gauche progressiste. En fait, le centre de réflexion de la gauche, qui était autrefois axé plutôt peut-être sur les classes et l'économie, a basculé lui aussi sur la culture et l'identité. Les tenants des théories identitaires sont sceptiques à l'égard de la neutralité, sont sceptiques à l'égard de l'universalisme, persuadés qu'il s'agit là d'outils qui favorisent le discours dominant pour oppresser les minorités. Les réseaux sociaux, il me semble, ne sont pas étrangers à ce phénomène, à cette radicalisation progressive de la pensée. Le phénomène peut paraître peut-être contre-intuitif, dans le sens où Internet, en facilitant, en réduisant les coûts de la communication, aurait dû permettre, il me semble, un accroissement justement
des contacts par-delà les barrières traditionnelles et aurait pu contribuer à amoindrir les différences. Or, les réseaux ont plutôt facilité la prolifération d'identités qui entrent en concurrence. Les utilisateurs des réseaux s'abonnent à ceux qui leur ressemblent, la nuance, le débat ont disparu. Et la violence est encore exacerbée par la possibilité de l'anonymat. Ce qui m'amène précisément à mon dernier point, la liberté d'expression, l'acmé sans doute de notre problématique de ce soir. Entre ses défenseurs et ceux qui veulent la limiter au nom de la protection des minorités, le débat fait rage. Peut-on tout dire? Peut-on parler au nom des autres? Et surtout, et cette problématique me tient à cœur, comment est-ce qu'on peut renouer le dialogue avec les personnes qui se sont enfermées dans leurs ressentiments et sont devenues réfractaires à tout raisonnement logique? Les droits humains piégés par les identités. Monsieur Kamel Daoud, professeur Pierre de Sénarclan, l'Université de Genève a souhaité vous réunir car tous les deux, chacun à votre manière, vous traitez de ces questions dans vos ouvrages et dans vos romans. Vous pensez, vous écrivez, vous êtes un antidote à l'uniformisation de la pensée. Et je pense que toutes ces assignations identitaires n'ont en rien asséché votre créativité et votre liberté. Et c'est pourquoi je vous invite donc tous les deux à venir me rejoindre autour de cette table ronde. Merci. Comme vous voulez. Vous mettez au milieu? Non, c'est vous. Non. Comme ça, je vous ai tous les deux. Cher Kamel Daoud, vous êtes écrivain, journaliste, métier que vous avez d'abord exercé en Algérie, au quotidien d'Oran, où vous avez été rédacteur en chef de 1994 à 2015. Et votre réputation d'intégrité vient de cette période où d'articles en chronique dans différents journaux et magazines internationaux, vous avez dénoncé crûment tout ce qui ronge la société algérienne. Vous êtes un chroniqueur lucide et sans concession lorsque vous parlez des droits de l'homme, de la laïcité et de l'islamisme. D'aucuns vous ont d'ailleurs qualifié de voix libre à l'écart des clichés. Votre premier roman, Meursault contre enquête, a constitué une sorte de réponse ou d'hommage à Albert Camus. Suivent Zabor ou les psaumes, et puis Le peintre dévorant la femme. Votre nouveau roman, Houri, retrace les années de guerre civile entre groupes islamistes et forces armées qui a ravagé l'Algérie pendant les années 1990 et a fait plus de 200 000 morts. Le personnage principal de son roman, Aube, est une jeune Algérienne à qui on a intimé de se souvenir de la guerre d'indépendance alors qu'elle ne l'a pas vécue, et d'oublier par contre la guerre civile dont elle porte pourtant un immense stigmate sur son corps. Elle a été victime d'une tentative d'égorgement et une immense cicatrice de 17 cm lui barre le cou et elle est désormais muette. C'est donc par un long monologue intérieur saisissant que Aube, votre héroïne, va raconter à la fille qu'elle porte dans son ventre sa terrible histoire. Pour ce roman, à la fois magnifique et dramatique, vous venez de recevoir le prix Goncourt 2024, ce dont je vous félicite. L'écriture, l'Algérie, le silence. Cher Kamel Daoud, j'aimerais vous proposer d'ouvrir le débat par une réflexion sur le rôle de l'écriture dans le combat contre l'identitarisme.
Et je pense que la réponse, elle peut, je vous facilite la tâche, elle peut être double selon, je pense, le fait que vous portiez votre casquette d'écrivain, justement, ou de romancier ou d'éditorialiste. Et puis, ce n'est pas sans malice, permettez-moi aussi, que j'aimerais vous demander comment est-ce que vous envisagez de vous saisir de ce prix prestigieux, le Goncourt, pour poursuivre vos réflexions, mais sans vous retrouver enfermé dans une posture. Je dois répondre ici. D'accord. Donc, bonsoir. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir. Merci de m'avoir invité dans un cadre académique écrasant pour moi, parce que je ne suis pas académicien, je ne suis pas ici pour démontrer une expertise, mais à la limite définir ou parler d'une subjectivité, d'une vie, d'une expérience d'écrivain et de journaliste. La question que vous me posez, ce n'est pas une question qui a une réponse facile, d'autant plus que c'est une réflexion encore ouverte. Être un écrivain, souvent, je le dis dans les conférences, quand on me présente comme écrivain algérien, je dis « je suis écrivain et algérien ». Et ce sont deux métiers difficiles. C'est-à-dire, il faut écrire, mais en même temps vivre son algérianité. Pourquoi je le dis? Au-delà de l'humour, le statut de l'écrivain en Algérie est très précaire. C'est un statut très camusien. On est à la fois soumis à l'histoire autochtone, à ses injonctions, à ses communautés, à ses lieux de pouvoir et de décision, et appelé par une vocation universelle. C'est celle d'écrire pour l'humain, pour partout, pour toutes les géographies. Cette tension, elle est perceptible dans le traitement médiatique et politique réservé aux écrivains en Algérie et dans le monde arabe plus généralement. L'écrivain est toujours perçu à travers la figure du traître. C'est quelque chose que je subis pour faire le crochet sur le prix Goncourt depuis des semaines et que je subis et qui me perturbe parfois. Ce procès en bonne et mauvaise foi, ce procès en vocation. Pourquoi? Que fait l'écrivain algérien? Il raconte une histoire. Il apporte une concurrence au roman national par un roman alternatif. Cela, on ne lui pardonne pas. Le roman national, il est totalement souverain dans des géographies où l'identité est encore construite par réaction à autrui et à l'Occident en règle générale. L'écrivain arrive et ne raconte pas l'Algérien, il raconte l'humain. Et c'est assez paradoxal, c'est ce qu'on ne lui pardonne pas du côté du Sud, et c'est ce qu'on voit de lui quand on est en Occident. Je suis interrogé sur mon algérianité et mon combat, comme ne l'est pas un grand écrivain français comme Houellebecq. C'est-à-dire, c'est une vision qui, des deux côtés, vous piège et vous interdit cette possession intime du centre du monde. C'est-à-dire cette vocation d'être un écrivain, non pas qui arrive, mais un écrivain qui s'installe et qui prend parole. Et c'est très difficile. Donc, le procès en traîtrise, très rapidement, il vient d'où? Il vient du fait qu'on a installé une équation très tôt dans le monde qu'on appelle arabe, surtout en Algérie, c'est que toute valeur de modernité, de liberté, de démocratie est une valeur occidentale, donc entachée par l'histoire coloniale de l'Occident. Cette équation est mise en avant par les discours islamistes pour disqualifier tout discours sur la modernité. Vous voulez être moderne, vous allez être occidental, donc vous êtes traître. Et généralement, c'est calqué surtout sur l'enjeu du féminisme. Il faut connaître un peu la langue et lire les éditoriaux islamistes pour saisir toutes les nuances. Par exemple, le féminisme n'est jamais traduit comme féminisme. Il a le sens de dévergondée, prostituée, femme sans honneur. Et le mot laïcité est traduit immédiatement comme, je paraphrase, entreprise anti-musulmane et anti-islam. C'est-à-dire qu'il est très difficile dans ce cas-là d'être un écrivain défendant des valeurs progressistes lorsque vous êtes soumis à un procès en loyauté par rapport à l'histoire. Si vous écrivez et vous connaissez du succès en Occident, ça veut dire que vous êtes un vendu, un traître et un occidentalisé. C'est aussi le procès qu'on m'oppose depuis que j'ai publié ce roman. Mais pas uniquement. Pourquoi ce roman particulièrement? Parce qu'il touche un troisième niveau. C'est celui du récit national unique. Quand vous parlez de la guerre civile en Algérie, vous êtes soumis à une sorte d'équation difficile. C'est très vite interprété comme un discrédit de la guerre de décolonisation.
Pourquoi parlez-vous de cette guerre alors que nous avons déjà une guerre noble qui sert de socle au récit national? Si vous arrivez en parlant de la guerre civile, le débat se déplace. En Algérie, on n'a pas discuté de mon roman, on a discuté de ma personne et de discuter de comment le traitement médiatique français notamment perçoit ma propre figure, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va apporter un discours d'innocence à l'Occident, alors que nous nourrissons un discours de culpabilisation vis-à-vis de la France, qui est l'Occident. Parce qu'on est toujours dans un rapport duel et très, très verrouillé. Donc, parler de cette guerre, qui pour moi est un impératif d'abord moral, éthique, esthétique et d'histoire, est vite disqualifié. C'est un roman qui va à l'encontre du seul récit national valable. On ne doit parler que d'une guerre, mais pas de celle-ci. Et donc les morts, les 200 000 morts au plus de cette guerre-là sont disqualifiés, ne sont pas des personnages fondateurs du récit national. Et l'écrivain se retrouve encore une fois piégé. Donc je récapitule, pour ma propre cohérence, c'est que les valeurs de modernité sont disqualifiées parce qu'elles sont dites occidentales. Le discours qui veut sortir du roman national par l'universalité est qualifié de traître parce qu'il ne correspond pas à une identité de repli sur soi, communautaire, identitariste, etc. Troisième, donc la vocation universaliste, elle est disqualifiée. Troisièmement, toutes ces valeurs sont là pour être rejetées au nom du récit colonial et donc bloquer toute évolution de la société. Le courant politique qui porte le plus la demande d'excuses à la France n'est pas le courant nationaliste exclusivement, c'est aussi le courant islamiste. Parce qu'il s'agit de faire oublier une guerre qu'ils ont menée contre les Algériens par une guerre qui a été menée contre les Algériens. C'est pour ça que la presse islamiste, elle a cette pléthore d'éditoriaux chaque jour, chaque semaine pour être dans le discours de repentance vis-à-vis de la France. Donc dans tout cela, l'écrivain se retrouve piégé. Comment? C'est pour ça que peut-être cela fait rire, mais ce sont deux métiers différents, être algérien et être écrivain. Et je le vis, et je le vois, et je le supporte, et je l'endure jusqu'à maintenant. Je ne fais pas cas parce que c'est du martyre. Non, c'est que ça en dit tellement long sur la douleur profonde dans mon pays d'origine et sur la violence que cela induit. Et c'est ce qui m'interpelle le plus. Pour ma personne, je peux dépasser tout cela. Je suis bien acquis en Occident, j'ai des amis, j'ai des adversités. Mais pour mon pays d'origine, je vois que c'est une sorte de nœud qui n'est pas tranché. Et ce nœud s'appelle l'histoire. Et on est encore enfermé dans une boucle d'histoire qui ne nous permet pas de sortir. Je conclus sur l'évocation d'un écrivain que j'aime beaucoup, Albert Memmi. La statue de sel, le portrait du colonisateur. J'ai trouvé très parlant, je cherche un autre adjectif, le fait qu'on ait salué ces portraits du colonisateur pendant des décennies, son roman. Mais à partir du moment où il a écrit le portrait du décolonisateur et les fantasmes et les échecs de la décolonisation, dans le sens de construction de soi indépendante, dans le sens de la souveraineté affective, dans le sens de l'identité qui n'est pas définie par réaction à, il a été vite oublié. Et j'invite ceux qui ne connaissent pas son œuvre à lire ce qu'il avait produit aux deux époques pour voir comment un homme peut faire le choix de la lucidité. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai quand même essayé. Vous dites que vous vous sentez piégé. Moi, je vous trouve surtout très, très universaliste et j'imagine que c'est ça qui nous touche profondément avec votre œuvre. Il y a ce soir un politologue qui devait nous rejoindre, Yachamoun, qui est absent. Comme vous le savez, même les absents, ils sont toujours présents en nous. Et là, il est présent intellectuellement, en tout cas pour moi. Il a écrit un roman, un essai en 2023 et qui démarre par une anecdote que vraiment m'a renversée. Et j'ai pensé à Martin Luther King et tous les défenseurs des droits civiques qui doivent se retourner dans leur tombe. Il raconte l'histoire d'une directrice d'école américaine noire et une maman vient inscrire son enfant qui est également un enfant de couleur et elle lui conseille fortement de le mettre dans une classe où il n'y aura que des enfants de couleur. Et c'est un exemple qu'il utilise pour montrer à quel point une partie du discours dominant américain
est en train de véritablement substituer à l'universalisme une forme de séparatisme progressiste, c'est-à-dire qu'il y a des écoles, il y a des universités, il y a des fondations et même maintenant des entreprises qui considèrent qu'il est de leur devoir d'encourager activement la population à se concevoir en tant qu'être racé. Et tout ça, ça constitue la base de ce que lui nomme la synthèse identitaire, un mot qu'il préfère à d'autres qui sont plus connotés politiquement. Et je vous mentionne ces quelques exemples de sa pensée parce qu'il me semble que ce qui rejoint votre discours, ce qui rejoint le sien, ce qui rejoint aussi le vôtre, Pierre de Sénarclan, c'est finalement le rejet de l'autre. Et avant de vous donner la parole, professeur, j'aimerais juste quand même vous présenter en 2 mots à notre public. Donc, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Lausanne. Comme l'a dit Madame Carrère, vous avez dirigé la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO. Vous êtes membre fondateur également en 1986 de l'Organisation mondiale contre la torture et vous avez publié de nombreux ouvrages portant sur l'histoire des idées, sur l'histoire et la sociologie des relations internationales contemporaines. Et voici sur le chevalet votre dernier ouvrage, paru chez Campagne Première en 2024, qui s'intitule « Des foules et du populisme au regard de l'histoire et des affects ». Donc j'aimerais à la fois, si vous êtes d'accord, rebondir en partie sur ce que vient de dire M. Daoud, et puis aussi nous expliquer finalement ce rejet de l'autre qui peut-être relie à la fois les islamistes, les adeptes de la synthèse identitaire et les populistes. Et comment est-ce que vous expliquez le populisme, c'est un référentiel ancien et aujourd'hui, il semble toujours pertinent. Comment est-ce que vous expliquez que ça soit toujours un référentiel dans nos sociétés aujourd'hui? Et surtout, j'ai envie de vous demander, et ça rejoint ce que disait M. Daoud, comment est-ce que vous expliquez le ressentiment de nos sociétés aujourd'hui? C'est une vaste question, je sais. Et le micro est de vous. Je vous remercie, madame. Bonsoir. Monsieur Kamel Daoud, je dois dire que je vous envie à divers titres. Tout d'abord parce que vous êtes un écrivain et les professeurs d'université envient toujours ceux qui ont une créativité qu'ils n'arrivent pas à développer, d'une part, et d'autre part parce que vous évoquez, je vais vous faire sursauter, tant pis, vous évoquez l'idée d'un roman national. Et vous êtes encore, disons, confronté à cette problématique du roman national. Alors, je dois dire que, en tant que Suisse, nous n'avons plus de roman national. Et c'est difficile, disons, de penser que notre roman national, s'il existait, puisse être dirigé, expliqué ou défini par M. Albert Rushdie ou M. Ignacio Cassis. Donc, de ce point de vue-là, il y a une partie de moi qui vous envie. Cela dit, on est confronté au problème, vous l'avez évoqué, des identités et des dérives identitaires. Et on est aussi confronté au problème des défis ou des malaises qui traversent notre démocratie. Et alors, une chose qui nous a tous frappés, j'imagine, c'est que la majorité des électeurs américains ont élu un personnage qui, depuis des décennies, se comporte comme un voyou, qui manifeste un narcissisme pathologique, qui paraît étranger à tout ce qui est d'humain et de raisonnable, et qui néanmoins
a été élu. Et c'est aussi le moment de rappeler que lors de son dernier mandat, il a fait une tentative de coup d'État et que dans ce mandat, il n'a cessé d'accumuler les mensonges et des attaques outrancières contre ses adversaires. Et il a manifesté aussi une grande incompétence. Comment expliquer cette élection? Quand on élit, d'une certaine manière, on choisit quelqu'un qui, d'une certaine manière, a certaines ressemblances à ce que l'on est. En d'autres termes, c'est un phénomène identitaire. On s'identifie au personnage que l'on choisit. Et c'est bien le cas de Trump. Il a été choisi, des gens se sont identifiés à lui au point de glisser un vote en sa faveur dans l'urne. Et c'est d'autant plus troublant que ces gens, en majorité, ont voté contre leurs intérêts. Ils ont voté contre leurs intérêts parce qu'il a laissé entendre, il a dit clairement qu'il voulait diminuer les ressources qui sont consacrées à l'éducation et surtout à la santé. Il a aussi développé un programme protectionniste qui ne peut pas faire autre chose que de faire augmenter l'inflation dont il souffre actuellement. Bref, comment expliquer ce choix identitaire? Comment est-ce qu'on a pu s'identifier à un personnage de peu de mots qui, au fond, s'est caractérisé par un comportement essentiellement haineux, qui, au fond, a très peu développé de raisonnement. On l'a élu sur des images. On a eu des foules de gens qui venaient avec des petits drapeaux américains pour l'acclamer et il répondait par un petit pas de danse. C'était pour cet homme qu'on a voté. Comment expliquer ce phénomène? Je suis un peu irrité contre les gens, souvent les politologues, les sondeurs d'opinion, qui nous expliquent que Biden a commis des erreurs, que Kamala Harris n'était pas adéquate, tout ce que vous voulez. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est effectivement le phénomène du Trumpisme, qui est une manifestation emblématique du populisme, et c'est de cela qu'il s'agit. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment cette idéologie, ce phénomène s'est développé. Comment expliquer les origines de ce populisme? Comme vous l'avez rappelé, il est ancien. Il y a eu différentes manifestations à la fin du 19e siècle. Je ne vais pas refaire l'histoire, ce n'est pas le moment. Cela dit, c'est le populisme tel que nous le connaissons ici en Europe et aux États-Unis est un phénomène relativement récent. Ce n'est pas le cas en Amérique latine, mais en Europe, c'est plutôt un phénomène marginal avant les années 70-80. Donc là, vous prenez l'exemple de Trump. Donc pour rester sur les États-Unis, vous expliquez ça comment? Par des phénomènes socio-culturels? C'est là où je voulais en venir. On a annoncé dans les années 70-80 la fin des idéologies. La fin des idéologies, c'était aussi la fin des grands récits, la fin des explications de l'histoire. Et cela coïncidait aussi avec le déclin des pratiques religieuses. Et vous savez très bien que les religions, comme les idéologies, ont le bénéfice, le mérite de nous offrir en quelque sorte une immortalité, n'est-ce pas? L'immortalité des religions, vous la connaissez, mais celle des idéologies aussi. Vous savez qu'on s'identifiait à une nation qui allait développer un empire de 1000 ans. On s'orientait en fonction
d'une histoire qui avait des racines dans l'Antiquité très ancienne. Donc on était un personnage qui avait, grâce à son adhésion au nationalisme, une grande généalogie. On était en quelque sorte l'incarnation de ce grand projet collectif. Or, dans les années 80, me semble-t-il, nous assistons au développement de sociétés qui ont pour finalité essentielle la consommation, la réalisation personnelle par l'acquisition d'objets, par l'acquisition d'un bien-être qui s'exprime en termes de réalisation matérielle, personnelle, etc. On est dans des sociétés qui se replient sur le narcissisme, sur l'individualisme, et qui dit narcissisme dit aussi agressivité, n'est-ce pas? Parce que ça va de pair avec l'égotisme, avec le narcissisme. Le narcissisme exprime toujours, au niveau individuel comme collectif, une insécurité. Et cette insécurité se traduit par une agression. Donc, si vous voulez, on assiste aussi à la libération des mœurs, ça va de pair. On assiste aussi à des modifications importantes dans les structures familiales, avec des projets de vie nouveaux, avec des identités multiples, et tout ça est quand même très marqué aussi par l'emprise du marché. L'emprise du marché qui s'exprime notamment dans les médias qui effectivement diffusent des désirs, des aspirations et qui sont très liés à la consommation, à l'expansion des projets matérialistes. Et on entre aussi dans une période où les images deviennent très importantes dans la vie politique. Moins des raisonnements, moins d'élaboration, mais davantage d'images. Et les images font appel à des émotions, au fond souvent très archaïques, qui ne facilitent pas la réflexion intellectuelle. Et on est là-dedans avec cette évolution. Et on est aussi dans une société de consommation qui crée de la frustration. Frustration pour ceux qui n'ont pas accès au bonheur qu'elle annonce, frustration pour ceux qui ont les moyens, mais qui ont constamment la désillusion d'être confrontés à l'aporie de cette société de consommation. Donc, si vous voulez, ça va de pair aussi avec un temps d'une certaine déchéance des rapports d'autorité, des représentations de l'autorité, mais aussi, d'une certaine manière, de la morale. Les barrières institutionnelles, les procédures qui devraient en quelque sorte endiguer nos passions, nos pulsions, sont brisées. Et quand vous regardez ce qu'il y a comme essence dans le populisme, c'est toujours un rapport très ambigu avec les barrières, avec les digues. Si vous prenez le populisme de Berlusconi à Trump, c'est toujours des gens qui sont dans l'outrance, dans l'excès, dans l'incivilité, dans le rejet de tout ce qui peut constituer des barrières à l'expression de l'agressivité et de toutes sortes d'autres pulsions. C'est intéressant ce que vous dites. Donc finalement, c'est les ressorts psycho-affectifs qui sont presque plus importants aujourd'hui dans la montée des populismes. Et dans ce sens-là, on peut penser aussi à l'importance de la foule, où celle-ci joue un rôle également dans la montée de ces populismes. Oui, la foule, les populistes préfèrent les manifestations de rue au débat parlementaire. Ça, c'est une chose. Et je pense qu'il faut rappeler, lorsqu'on parle des identités, mais vous le savez tous beaucoup mieux que vous le savez très bien, les identités sont toujours sociales. Et vous le savez aussi que les identités se modifient dans les groupes, se modifient dans les mouvements de foule, se modifient dans les petits groupes qui vous encadrent, dans les sectes, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient imaginaires d'une communauté plus large. Ces identités se transforment et cette transformation
peut avoir des conséquences très lamentables. Kamel Daoud, vous voulez réagir à ce que vient de dire Pierre de Sénarclan? Je n'oserais pas. Non? Je n'oserais pas. Ah. Sinon... Écoutez, l'éditorialiste en moi, qui n'est pas l'expert, ce qui m'avait frappé pour commenter, comme tout le monde, la réélection de Trump, c'est que depuis le début, je me suis dit, peut-être que l'on se trompe sur une évidence, que contrairement à ce qu'on croit, Trump a réinventé le rêve américain. Il a créé de l'épopée, là où sa concurrente était sur une vieille épopée. C'est celle de l'homme ou la femme venu d'ailleurs et qui escalade un petit peu les échelons et qui arrive. C'est un rêve, ce fut un rêve américain pendant très longtemps, j'ai l'impression, mais je crois qu'il y a eu un moment de bascule où celui qui fait rêver n'est pas ce type de parcours, mais l'autre, l'homme un peu rustre, le personnage, l'Américain qui ne se laisse pas faire, l'homme qui survit à un attentat, etc. Cette sorte de côté rustre et grossier qui font qu'il a réinventé le rêve américain qui était épuisé parce que stéréotypé. Hollywood, vous voyez, c'est un moment où chaque 10 ans on réinvente un film qui devient le film éponyme d'une époque. J'ai l'impression que ce côté de Trump est assez peu dit. C'est un homme qui a réinventé le rêve américain. Alors ce n'est pas le rêve tel qu'on l'a toujours vécu, c'est un rêve grotesque, ultra coloré, etc. Mais c'est le rêve de maintenant. Deuxième aspect que j'ai vu, je parle en profane absolu, c'est paradoxal, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est fascinant, parce qu'on est toujours dans une pratique des réseaux sociaux. Il y a le réel et il y a le pseudo. Il y a Elon Musk et il y a son avatar, qui est Trump. Et je me suis dit, ça s'est passé comme ça pour les élections françaises. Il y a eu Marine Le Pen et son avatar qui était Bardella. Et on ne demande pas grand-chose à un avatar que de faire de la représentation. Et d'être là, c'est un peu cette équation que nous retrouvons dans les réseaux sociaux où la personne se cache derrière une belle photo, mais qui est là. Et je crois que aussi c'est un aspect qui commence à être soumis à l'expertise de beaucoup de gens, c'est l'impact énorme des réseaux sociaux, mais surtout des propriétaires des réseaux sociaux sur l'opinion, sur la fabrication du politique, etc. Pour moi, cette élection, c'est l'élection d'Elon Musk. C'est pas l'élection de Trump. Et que je pense, au moment où il a acheté le réseau social dont il est propriétaire, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est décidé. Mais là, ce n'est pas une discussion d'experts. C'est juste un avis d'éditorialiste. Et je crois que c'est ce que peut-être nous n'avons pas compris. Qu'il y a une époque qui est morte, mais nous ne le voyons pas. Il y a une rationalité qui n'est plus de mise, avec de nouvelles plateformes de communication. Il y a une esthétique que nous n'avons pas compris. Donc, je me souviens d'un éditorial que j'avais fait sur Trump et je me suis dit, c'est un génie de la communication. Le jour où ils ont pu accrocher et tuer, éliminer le chef de Daesh, al-Baghdadi, et je me rappelle très bien Trump je me suis posé la question immédiatement, comment il va communiquer cette information, sachant que Obama avait annoncé la mort de Ben Laden. Donc on ne peut pas aller plus haut. Et il a été génial, il a décoré un chien. Et ça fait le buzz dans les réseaux sociaux. Et en termes de communication, c'est une occupation absolue de l'espace. Maintenant, nous réfléchissons d'un point de vue éthique, alors que les réseaux réfléchissent d'un point de viralité et d'occupation. Donc, je ne sais pas si ce sont mes remarques de profane. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me dire. Non, mais il est certain que les réseaux sociaux contribuent, ça je pense qu'on est tous d'accord, à ces crispations identitaires, qu'elles les renforcent, etc. Et ça m'amène aussi à la réflexion, parce que je pense que c'est éminemment lié, c'est celle de la liberté d'expression. Est-ce qu'on doit justement limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Certaines personnes sont pour une liberté d'expression totale. Certains mouvements maintenant politiques à gauche demandent même que celle-ci soit limitée pour protéger certaines minorités, alors qu'avant c'était plutôt le fait des régimes autoritaires, vous en savez quelque chose, qui cherchaient à limiter la liberté d'expression. Où situer l'échelle maintenant? J'ai une passion pour le Moyen-Âge européen, pour des raisons évidentes. Je veux dire, ces constructions politiques, ces proto-États, ça me parle beaucoup en tant que maghrébin, en tant qu'algérien, etc. C'est une passion que j'ai par le biais du romanesque, mais aussi par le biais de la réflexion. Et je trouve une sorte de parallèle qui est fascinant, avec toute proportion gardée entre l'invention des réseaux sociaux et l'invention de l'imprimerie.
J'ai été fasciné par ce fait-là que l'imprimerie a fait exploser 2 catégories de produits. La littérature pornographique, érotique, licencieuse, et les hérésies et les sectes. Ça a été une grande explosion. Il nous a fallu 3 siècles pour inventer ce dont nous ne parlons pas, la légitimité. Et dès le début, on avait aussi fonctionné sur ce qu'on appelle l'index de l'Église. Il a fallu que les Français inventent le dépôt légal, plus tard le copyright. Il a fallu un grand débat entre Kant et Diderot, par exemple, sur l'invention de l'auteur. Il a fallu ces débats houleux en Espagne qui voulaient que le savoir étant divin, donc il est accessible à tout le monde, alors chez les Pays-Bas, parce qu'ils avaient des imprimeurs, ils insistaient sur les droits d'auteur pour des raisons économiques. Et il a fallu, et ce sont ces mêmes choses qu'on retrouve maintenant, l'open source, l'accès libre à l'information, au détriment des droits d'auteur, etc. Et j'ai toujours eu cette intuition qu'il a fallu 3 siècles pour créer de la légitimité et créer l'auteur. Et donc, la possibilité de porter un savoir légitime. Et je pense que ce qui nous arrive avec les réseaux sociaux, c'est une intuition profane, obscure, maladroite, mais je crois que nous sommes en phase d'inventer tôt ou tard une sorte de légitimité qui recréera, fabriquera de la légitimité politique par effet collatéral, qui refabriquera la légitimité des savoirs, qui réinventera les droits d'auteur. Et je crois que ce qui a fait un peu ce hiatus entre l'invention de l'imprimerie jusqu'au droit d'auteur, nous le vivons maintenant. Ce sont des catégories qu'on a cru consacrées et qui disparaissent. L'auteur disparaît sur les réseaux sociaux. La citation est fausse. Les droits d'auteur disparaissent. Le copyright disparaît. Les maisons d'édition sont soumises à une concurrence rude et déloyale. Et je pense qu'on est dans cette situation-là où nous devons, un jour ou l'autre, non pas placer le débat sur la liberté d'expression ou pas, qui est un débat légitime mais moral. C'est-à-dire que réguler, en fait, c'est censurer. Donc, il y a une espèce de... Ça a été toujours le cas. On ne peut pas tout dire, et on le dit en fonction d'une hiérarchie des savoirs et des gens qui créent de la légitimité du savoir. Et je pense que nous sommes confrontés à un débat sur la régulation. Et qui va réguler? Les GAFA, les États, les associations ou autre chose? Je veux dire, et nous voyons, je vois ces soubresauts pour créer de la légitimité. Vous faites un post sur Twitter, après il y a le commentaire des gens qui vérifient l'information, des vérificateurs entre guillemets. Et je pense qu'on est dans cette phase où il nous faut peut-être un peu de temps pour réinventer encore une fois le copyright, l'index, la censure, le savoir, la légitimité et le pouvoir aussi. Et incidemment, la démocratie. Vous voulez réagir sur la liberté d'expression? Non, j'aimerais réagir. Surtout pas. Non, oui, j'y viendrai. Non, j'aimerais réagir sur ce que vous avez dit, où on est en passe de verser, dans la société américaine, vers une espèce de nouveau mythe. N'est-ce pas? C'est, au fond, l'ancien récit qui s'affaiblit, qui passe aux oubliettes, etc. Et avec Trump, on serait face à quelque chose de nouveau qui donnerait de l'espoir, etc. Je suis en désaccord complet avec ça, dans la mesure où Trump, c'est l'incarnation d'un capitalisme prédateur qui a toujours trouvé, en tout cas dans les sociétés occidentales, certaines limites, qui a été endigué. Or, aujourd'hui, il ne l'est plus. Et ce qui me trouble dans ces gens qui viennent acclamer Trump, c'est l'absence totale de réflexion sur son programme. Avec Hitler, à Nuremberg, on levait tous le bras en même temps. On était totalement fascinés par ce personnage, mais il y avait là derrière une répression énorme. Il y avait des gens qui vous contrôlaient. Aujourd'hui, l'adhésion que les Russes ont pour Poutine, elle est embrigadée dans des appareils policiers. Avec Trump, on n'a même plus besoin de ça. Les gens se précipitent dans sa folie narcissique sans même réfléchir. Il n'y a même plus... Alors, la communication maintenant. De quelle communication s'agit-il? Je pense qu'une bonne partie des gens qui soutiennent Trump n'ont pas eu véritablement accès à la communication que l'on obtient dans des bons systèmes, excusez-moi, dans des bons systèmes
éducatif, n'est-ce pas? Ils ont appris à jouer au football américain, etc. Mais le système américain, dans son système éducatif américain, est très, très limité. Et ces gens-là ont pour seule ouverture des églises qui sont devenues totalement sectaires, sous la domination d'un gourou qui se fait de l'argent en passant. Et on a surtout alors des systèmes d'information qui sont dominés quand même par des personnages qui disposent de beaucoup de moyens pour communiquer, pour diffuser une communication qui est très monolithique finalement. Donc j'ai des doutes sur le problème de la communication, de la liberté de communication, de la liberté d'expression, parce que cette liberté, elle est très limitée si vous n'avez pas les moyens, les ressources pour accéder à cette communication, à ces raisonnements, à cette délibération démocratique. Non, je crois que il y a un malentendu. Je n'ai pas parlé de Trump tel qu'il est, mais tel qu'il est représenté, c'est-à-dire d'une représentation. La représentation en communication, on n'a pas besoin d'une rationalité, elle fonctionne sur l'irrationalité, vous le savez autant que moi. Moi, je trouve par exemple très amusant, je vous en raconte deux anecdotes, que l'électorat musulman aux États-Unis, on affirme qu'il a voté pour Trump. Et qu'en même temps, dans toute la presse islamiste ou conservatrice que je lis dans le monde arabe, il est vu comme étant l'ennemi absolu. C'est-à-dire, j'ai trouvé deux éditos dans le même journal. Un qui le salue comme un futur De Gaulle pour la Palestine. Deux qui voit en lui l'allié absolu d'Israël. Donc, son image n'est pas fixe. Les seuls qui avaient de la rationalité, je me rappelle très bien, c'était le premier mandat de Trump, il était encore candidat. Je me rappelle de deux choses. Vous pouvez trouver ça, j'en ai parlé dans Le Point cette semaine d'ailleurs, c'est l'analyse très pertinente du porte-parole des talibans à l'époque qui disait « C'est très bien qu'il soit élu parce que cela nous sert. Cela va dans le sens de ce que nous construisons. C'est l'ennemi parfait. » Et la deuxième des choses, je me rappelle très bien une caricature en Algérie, c'était durant le mandat où on voyait un salafiste, barbe et qamis, etc., avec une seule pancarte, et nous l'avons très bien compris en Algérie, votez Trump. Parce qu'il correspond à la représentation idéale pour nourrir le communautarisme, l'identitarisme et le repli et le discours populiste dans l'autre sens. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que son image réelle, elle n'est pas la représentation que l'on se fait. Et elle est une représentation floue et ambiguë. C'est-à-dire, elle signifie, comme vous l'avez dit, les gens qui vont être privés d'aide sont ceux-là même qui votent pour lui. D'accord ? Et dans un autre sens, vous avez les Américains musulmans qui votent pour lui. Alors que l'opinion islamiste musulmane de l'autre côté voit en lui l'ennemi absolu. Donc son image réelle est trouble. Il correspond à ce que j'appelle moi un avatar que l'on peut voir de différentes manières en fonction de ses propres constructions idéologiques et ce qu'on appelle des attentes. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous si on approche l'homme dans sa réalité. Mais dans sa représentation, et le journaliste que je suis est sensible, c'est un homme qui a construit une image, un avatar en 3D qui peut être ceci et cela, et qui n'obéit plus à une rationalité. D'où le fait que je parle d'une recréation grotesque du rêve américain, qui ne correspond pas au vrai rêve américain tel que nous l'avons toujours connu depuis toujours, mais c'est un autre rêve. Pour nous, c'est un cauchemar. Mais le cauchemar étant un rêve aussi. On parle donc de ce cauchemar américain et de cette déformation de la réalité, de la parole, de l'expression des réseaux sociaux. Et moi, j'ai envie en fait de vous ramener au silence. Mais vous allez comprendre pourquoi. La question du silence. En ouverture de votre roman Ouris, vous mentionnez un article de la Charte pour la paix et la réconciliation qui date de 2005 et qui interdit de parler de la guerre civile. Et vous avez, dans la conférence que vous avez donnée à la Société de lecture à midi, vous avez cité Churchill. Je vous le cite aussi en tant qu'historienne. Churchill, en 1946, donc la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, et il dit « Il faut tourner le dos aux horreurs du passé ». C'est pas que je défends, bien sûr, vous en doutez, la Charte pour la paix et la réconciliation, mais ma question, elle est la suivante. Et est-ce que
ce silence qui est compliqué, qu'on veut combattre, est-ce que ce n'est pas lui, finalement, qui, dans un sens, aux États-Unis, en Algérie et ailleurs, amène et nourrit aussi les populismes? Ma question est un peu compliquée, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Je crois que, effectivement, on ne peut pas nourrir le silence en absolu. On le nourrit en provoquant un vacarme alternatif. C'est toujours le cas. Et c'est vrai ce que vous dites. Par exemple, en Algérie, j'ai remarqué que le discours de demande d'excuses à la France et le discours décolonial très virulent était beaucoup plus puissant après la guerre civile qu'avant. Et vous savez, en Algérie, nous avions toujours cette théorie qui était un peu bête. C'est celle, la théorie de l'information. Plus on communique, mieux on est informé, plus on sera démocrate. Et là, on a compris que c'était le contraire. Tout le monde parlait à l'époque, c'est cruel, de solutions biologiques. En disant, plus on s'éloigne dans le temps de la guerre d'indépendance, plus les vétérans seront moins nombreux, pour des causes de limite de vie, plus on passera à un véritable post-colonial réel pour revenir au passé. Il s'est produit le contraire. C'est-à-dire, plus on s'éloigne des faits de guerre, plus les récits de guerre sont exacerbés, sont faussés, sont détournés, sont révisés en fonction des besoins immédiats. Deux choses. C'est une question qu'on me posait souvent. Pourquoi les jeunes de maintenant ont un discours anti-français aussi virulent? On a dit parce qu'ils n'ont pas de visa, parce qu'on aime détester ce qu'on aime, etc. Mais le fait est que, pour moi, c'est lié à la guerre civile. Je sais que, quelque part, on a subventionné le récit post-colonial et vis-à-vis de la France parce qu'il s'agit de faire oublier une guerre civile. Et donc, on fabrique du silence par un autre vacarme. Il y a un phénomène qui n'est absolument pas visible en Occident, et je suis bilingue. Je lis en arabe, j'écris en arabe et en français. C'est le révisionnisme du récit décolonial, qui s'opère notamment en Algérie, mais parce que c'est une matrice. Depuis quelques années, les formations politiques islamistes et leurs relais culturels, associatifs, etc., revisitent l'épopée de la décolonisation comme une guerre religieuse, plutôt que comme une guerre contre un système colonial. On ne le voit pas en France, parce qu'on ne lit pas l'arabe, ou on ne suisse, etc. Mais depuis peu, si vous prenez, pas tous, mais souvent, les réseaux sociaux, ils ont fait une promotion d'un récit de guerre sacrée. Vous me direz pourquoi? Parce qu'ils ont compris très tôt que le régime repose sur le capital de la légitimité historique et que le seul moyen de le concurrencer, c'est de transformer rétrospectivement le récit de décolonisation en récit religieux. Il y a 3 semaines, un de mes amis écrivains arabophones, il avait écrit un éditorial dans un grand journal londonien, arabe, Al-Quds, pour dire « c'est une guerre contre la colonisation, pas une guerre religieuse ». Tout de suite après, l'association des oulémas musulmans répondent avec beaucoup de férocité un peu partout pour dire non, c'est une guerre religieuse et pas une guerre de décolonisation. Parfois, ça se traduit par des faits qui paraissent monstrueux. Par exemple, s'il y a une rue qui s'appelle, j'oublie son nom, ça va me revenir, c'est un Français qui avait rejoint le FLN à l'époque, vous avez des gens qui ont débaptisé ces rues parce qu'il était français. Qu'il ait rejoint le FLN ne fonctionne plus. Le FLN avait réussi à l'époque à créer un récit universaliste de décolonisation. Les islamistes font l'inverse maintenant. Ils recréent, ils révisent le récit de décolonisation comme étant un récit religieux. Ça leur donne de la légitimité maintenant et ça s'incarne, on se voit. Les illustrations, les discours, ils parlent de djihad maintenant. Et l'effet est phénoménal, d'abord sur la construction de la légitimité politique, sur le culturel, sur la mémoire qui est transmise. C'est une mémoire révisée en fonction des besoins d'un groupe politique qui maintenant a les moyens éditoriaux de faire passer ce récit-là. Alors, vous allez me dire en quoi ça nous importe en Occident, ce qui est tout à fait normal. Ça nous importe beaucoup parce que les processus de mémorialisation, ils sont très forts partout. Oui, sauf que ce discours de révision islamiste du récit décolonial a réussi quelque chose, notamment en France et même en Suisse et ailleurs, qui est que Daesh n'a pas réussi. C'est la jonction entre le décolonial et le djihadisme.
Daesh n'a jamais été dans ce récit-là. Il était dans le récit de radicalité religieuse pure et dure, c'est-à-dire les Occidentaux, les impies, etc. Là, nous avons des gens qui ont fabriqué un nouveau récit qui fait la jonction des deux et qui permet justement de nourrir le communautarisme en Occident. Parce qu'il est dit d'une manière brutale que ceux-là vous ont colonisé, ils ne vous aiment pas parce que vous êtes musulmans. Et c'est là où on a fabriqué un islamisme, un euro-islamisme qui est très différent dans son discours de l'islamisme dans les pays dits arabes. Ici, il a sa propre identité et il fonctionne sur trois choses. Un, la contestation de l'universalisme, parce qu'il est blanc, parce qu'il est occidental. Deux, le décolonial. Trois, la culpabilité, plutôt la culpabilisation. Et ce triptyque permet à l'islamisme de s'installer dans vos pays avec en toute légitimité. Ce que je veux dire, c'est ça. Donc ce récit révisé de l'épopée décoloniale est un enjeu qui n'est pas uniquement algérien. C'est un enjeu, même ici, c'est une clé importante pour comprendre la question du voile. En fait, c'est un paradoxe complet dans nos sociétés où identitarisme et islamisme se rejoignent dans certains discours de gauche qu'on retrouve notamment très souvent en France, qui peut sembler complètement paradoxal, mais qui se retrouve justement sur cette analyse. Parce qu'il fallait inventer un nouveau prolétaire. Et ce prolétariat est confessionnel, il n'est pas économique. On peut faire la jonction des deux, mais c'est ça la réalité. C'est qu'on ne recrute plus aux portes des usines, on recrute ailleurs. Donc c'est une jonction qui me frappe ici. Et on en retrouve les traces, y compris dans le discours de culpabilité de l'intellectuel occidental, qui n'ose plus dire le mot musulman, par exemple. Moi, je fais beaucoup de débats, et je vois comment ça pèse, et comment ces verrous se sont installés, et qui maintenant procèdent comme des inhibitions intellectuelles. Parce que effectivement, il y a une extrême droite qui veut récupérer ceci. Il y a une islamophobie qui peut être réelle et il y a une culpabilité qui n'a pas été soldée et dont on n'a pas le courage d'en parler d'une manière effective. Et c'est largement et avec beaucoup d'intelligence perçu par les adversités politiques. Vous parlez avec beaucoup de finesse de la mémoire nationale à la fois algérienne, des guerres mémorielles aussi entre la France et l'Algérie. Professeur, est-ce que vous voulez dire un mot sur ces processus de mémoire et peut-être comment ces mémoires, au-delà de l'Algérie, ils nourrissent ces discours parfois populistes? On pense par exemple à des guerres, des rancœurs, des violences qui sont pas soldées et qui finalement nourrissent les rancœurs des sociétés et par extension font le lit des populismes. Est-ce que... Oui, en vous écoutant sur le silence, je pensais au problème du traumatisme individuel, c'est-à-dire l'enfant qui a vécu quelque chose qui n'est pas représentable, qui ne peut pas, pour lequel il n'a pas les mots, qui ne peut pas comprendre. Le silence des autres va accroître considérablement son vécu traumatique et va rendre impossible la gestion de ce trauma. Et au niveau collectif, on a des phénomènes semblables. C'est-à-dire qu'on a des tragédies dans certaines sociétés. Je pense par exemple à la guerre civile en France sous la Révolution nationale, sous l'occupation allemande. Il y a eu des choses qui n'étaient pas dissibles après la guerre. Et tout ça ressort de manière très étrange, en partie dans le populisme. Le Pen, après tout. Le Pen vient de ces milieux d'extrême droite qui n'ont pas eu le droit de parler, et tout à coup, ça ressurgit. Zemmour est un juif algérien d'origine. Et il n'a rien d'autre à dire dans sa campagne électorale que Pétain a aider les Juifs, à sauver les Juifs. Or, ce même Pétain a fait le statut des Juifs qui, en Algérie, a été quelque chose de tout à fait dramatique pour cette communauté juive, n'est-ce pas? Et tout ça
a été occulté et ressort de manière tellement étrange avec ce personnage de Zemmour. En ce qui concerne les silences dans une société, lisez ce livre, si vous ne l'avez pas fait, de la fin de l'homme rouge. C'est magnifique, n'est-ce pas? Elle raconte aussi ce poids du totalitarisme stalinien dont personne n'a osé parler. Personne n'a pu en parler parce qu'on était dans une société qui était prisonnière de ce silence et de cette oppression. Eh bien, je pense effectivement que la guerre d'indépendance en Algérie a laissé des séquelles comme ce qui s'est passé au Rwanda, où ça remonte de très loin, sans que ça ait été élaboré, sans que la mémoire ait été discutée, comprise, appréhendée. Et je pense que ces grandes tragédies que vous avez connues en Algérie, qu'on a connues dans d'autres situations, sont souvent le produit de traumas collectifs très anciens. Je pense pour ma part que l'enfant palestinien à Gaza, qui a vu sa mère dans un état d'angoisse et de détresse totale, qui a eu son immeuble qui s'est effondré, qui a vu ses parents mourir, il est victime d'un traumatisme qui n'est pas gérable et qui ne pourra pas être géré et qui ressurgira. Il y a toujours un laps de temps de 20 ans, chez les individus comme chez les collectivités. Eh bien, on aura ce phénomène. J'ai été du reste frappé une fois dans une mission de l'UNESCO dans les territoires occupés, c'était dans la fin des années 70, où tout à coup, je voyais une colonie avec des miradors. Je n'ai pas halluciné, mais je ne pouvais pas penser à autre chose que ce que nous connaissons de l'Holocauste. Pour ne pas rester sur une note négative, puisque vous voyez que 75 ans après, les Français se déchirent toujours sur Vichy, et comme j'aimerais donner quand même un tout petit peu d'espace au public, j'aimerais vous demander un dernier mot qui soit plus constructif. Léo Kahneman nous a parlé d'Édouard Glissant, du vivre ensemble, de la créolisation. Est-ce que, chacun à votre tour, vraiment en une minute, quels sont les cadres de pensée, les objets qu'on peut opposer à cet identitarisme? Vous, comme écrivain, comme penseur, à quoi est-ce qu'on peut penser? Vous pourrez compléter beaucoup mieux. Je comprends votre position. C'est comme quand on joue au tennis, on demande à l'autre de servir en premier. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un certain désarroi. Ouais. La première fois que Trump a été élu, j'ai dit à la radio que j'avais le sentiment ce matin d'être en 1933. Et aujourd'hui, je ne sais pas dire 1938 peut-être, parce qu'on s'approche quand même d'un grand désordre international qui risque d'être provoqué par ce bonhomme. Mais pour répondre à votre question, quels sont les éléments d'espoir que nous pouvons avoir, et en particulier ceux dans la démocratie? Je ne crois pas qu'on puisse avoir de démocratie qui n'ait pas de contre-pouvoir, qui n'ait pas une presse libre, qui n'ait pas une presse qui soit sous la domination, disons, du marché, pour faire court, n'est-ce pas? Et ça, je crois que c'est très important, qu'on ait un bon système éducatif, un système où on n'apprend pas seulement à faire des sondages d'opinion, mais qu'on apprenne aussi ce que sont les doctrines politiques, ce que c'est l'histoire, ce que c'est l'esprit civique, qu'est-ce que nous avons comme histoire qui peuvent être encore un repère, qui peuvent nous donner une direction. Et je pense qu'il y a suffisamment de gens qui se battent dans ce sens pour rester optimistes. L'importance de l'éducation à l'université, donc merci. Écoutez, je vous rejoins absolument. Pour moi, sans expertise, je crois à une époque où l'enjeu il est entre deux champs, les écrans et l'école. Je trouve spectaculaire les décisions de certains États d'interdire les réseaux sociaux à partir avant un certain âge. Je pense que c'est quelque chose
de bien. Et je crois que l'enjeu, c'est l'école. C'est le seul contrepoids que nous avons face à cette dissolution, cet effet corrosif sur les démocraties, sur les savoirs, sur la légitimité des réseaux sociaux. On ne va pas aller vers une sorte d'autodafé numérique en disant on va tout fermer, ça ne servira à rien, c'est trop tard. La chose étant là, mais je trouve que c'est quelque chose de... Ce qu'il faudrait défendre, ce n'est pas créer des verrous sur les écrans, mais ce qu'il faudrait défendre, c'est la culture, l'école, le pouvoir de narration, le pouvoir de synthèse, de concentration, de curiosité. Au fait, défendre le réel. Et je sais de quoi je parle, j'ai des enfants. Le plus petit, à partir du moment où il n'a plus accès aux écrans, il a accès à quelque chose de fondamental dans l'éducation, l'ennui. Et à partir de cela, il lit, il apprend, il dessine, il doit vaincre le minotaure, qui est l'ennui. Et je crois que tout se joue là. C'est d'une manière peut-être un peu simplifiée, mais je dis en tant que père, c'est l'accès aux écrans pour les futures générations. C'est quelque chose que nous devons réfléchir maintenant, immédiatement, à échelle d'État, sinon à échelle de l'humanité, pour pouvoir préserver les générations à venir. Sinon, ça sera trop tard. Sinon, on ne pourra rien. L'éducation, c'est l'esprit critique surtout, et je pense que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Vous êtes sûrement nombreux à souhaiter poser une question. Je vous invite à deux choses, s'il vous plaît. Tout d'abord, à être respectueux et à être bref, afin que le plus grand nombre d'entre vous puisse poser une question. Alors, j'ai les spots dans la figure, mais par contre, j'ai Madame devant qui lève la main. Est-ce que vous pouvez lui apporter le micro, s'il vous plaît? Juste Madame ici. Je ne sais pas où sont les micros. Exact. Merci pour ce débat très intéressant. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez, comment on peut préserver la diversité culturelle, la diversité linguistique, que je pense c'est un valeur contre l'homologation en richesse, sans par contre favoriser l'identitarisme. Sans favoriser l'identitarisme. Préserver la diversité culturelle sans... C'est une question sur la diversité culturelle. Comment la préserver? Vous qui avez travaillé à l'UNESCO ou vous qui la pratiquez? Non, je pense qu'à partir du moment où on préserve l'accès à la culture, on préserve la diversité culturelle. Ce qu'il faudrait, peut-être à mon humble avis, c'est la préserver des simplifications. Je vais vous donner un exemple qui me touche particulièrement. Quand j'arrive en Occident, maintenant que je suis installé, mais quand j'arrivais en Occident, surtout en France, le débat culturel était toujours réduit à un objet, le voile. Comme si être musulman, c'est être voilé ou ne pas l'être. Qu'en est-il de tout le reste? Vous connaissez Mohamed Taïb Salah? Il a écrit « 16 ans de migration vers le Nord », un des plus grands romans du siècle dernier, classé parmi les 100 meilleurs romans de tous les temps. Personne ne le connaît. Ce que je veux vous dire, que la culture dite musulmane, elle est vaste. C'est l'hyperpolitisation qui la réduit, qui la fétichise, et qui la réduit à des objets précis. Et on se retrouve à dire, oui, le voile. Mais être musulman, ce n'est pas uniquement porter ou ne pas porter le voile. Ce sont les 1000 nuits, les traités d'amour courtois, le voyage, le Sahara, le silence, les orientalistes, les grands textes mystiques, et le rail, la musique andalouse, les conquêtes, les pertes, les défaites, beaucoup de choses. Et peut-être j'avais compris que c'est l'hyperpolitisation du discours sur la culture et le multiculturel qui, paradoxalement, a créé des points de fixation qui ne sont pas la culture. Et c'est pour ça que je suis chaque fois gêné quand on me pose la question sur le voile par rapport à la culture musulmane. En fait, on a culturalisé un point de fixation. Donc, préserver, pour moi, par exemple, un des instruments majeurs du multiculturel, vous allez dire qu'il défend sa chapelle, et je le fais, c'est la traduction. C'est l'accès à la traduction, dans les deux sens. Je suis quelqu'un qui plaide pour qu'il y ait des grands ouvrages occidentaux soient traduits pour les lectorats arabophones. Et je suis quelqu'un qui voudrait que les grands classiques circulent dans l'autre sens. Nous avions peut-être une chance qui a été décriée à l'époque, c'est celle des orientalistes. On leur a imputé tous les mots. Maintenant, il nous manque tant. Ces orientalistes qui étaient capables de lire en arabe, de traduire, d'être un peu
la passerelle entre les cultures et d'accéder aux grands textes musulmans, par exemple. La traduction, c'est quelque chose d'important. C'est une façon d'installer plusieurs fenêtres dans une maison. Et je crois, à mon humble niveau, mon humble avis aussi, que la traduction, c'est un des instruments de la multiculturalité que l'on rêve. Une autre question? En face. Monsieur au milieu, là. Bonsoir, messieurs, dames, et merci pour la qualité du débat. J'aimerais revenir sur la citation de Turtil, où il disait qu'il fallait tourner le dos aux atrocités. Il l'a dit alors que le procès de Nuremberg était en train de se produire. Ça a été le cas au Rwanda, ça a été le cas en Afrique du Sud. Le drame de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu ce procès. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout la question de la réconciliation qu'on vous pose. Oui, c'est un enjeu politique, et jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est ce qui explique les réactions violentes à ce roman, à sa publication, à son interdiction. Je crois qu'il y a un verrou politique. C'est un débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait, dès le début, installer cette forme de parole et d'obligation de témoigner et de dire et d'avouer? Peut-être pas au début, peut-être pas les 5 premières années, le temps de consolider, mais je pense, et vous avez tout à fait raison, quand vous parlez de ce délai de 20 ans, il m'a fallu 20 ans pour écrire ce livre-là. C'est-à-dire, il m'a fallu la distance de 20 ans, c'est paradoxal, j'avais déjà lu ça, mais il faut du temps. Mais toujours est-il que c'est un travail à faire, pour une raison très simple, c'est qu'il faut être juste envers nos morts et juste envers nos enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce qui me... Je n'aime pas répondre aux adversités parce que ça m'enferme dans leur univers, mais c'est ce qui me désole. C'est qu'au lieu de lancer un grand débat en Algérie sur la réconciliation, la mémoire, le pardon, l'oubli, et sur le récit du présent, on a lancé des machines médiatiques et de propagande contre le livre, contre ma personne. Bon, c'est ainsi. On trouve qu'il est plus criminel d'écrire un livre sur une guerre que de faire la guerre. C'est un paradoxe de la communication, mais qui est largement... qui percole largement l'opinion. Et c'est vrai ce que vous avez dit. On invite sur des plateaux télé des gens pour me tomber dessus, mais on n'invite jamais des victimes de terrorisme et leurs tueurs ou leurs égorgeurs à parler, les yeux dans les yeux, et à assumer. Et nous avons peut-être porté atteinte à ce que je disais ce matin, l'une des plus vieilles lois de l'humanité, c'est la loi de la conséquence. Je prends un verre, j'ouvre la main, il se casse. Je tue quelqu'un, je dois être puni, au moins par la culpabilité. Et je dois le dire, au moins pour envisager le pardon. Mais nous avons cassé cette loi, et à partir de là, tout est possible. C'est comme la loi de l'inceste. Là, on est dans l'inceste face à la mort. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est un travail qui n'a pas été fait. J'espère qu'il sera fait, cela nous apaisera. Vous êtes sceptique, donc je présume que vous êtes lucide. Monsieur. Merci beaucoup de vos exposés. Je voudrais qu'on revienne un peu, si vous permettez, aux droits de l'homme en tant que tel, de manière un peu plus stricto sensu. Monsieur Pierre de Sénarclan, vous savez que depuis 1945, on n'a jamais produit autant de normes en matière de droits de l'homme qui définissent l'ensemble des droits et des obligations des gens. Et pourtant, ils sont dans tous ces mécanismes, dans toutes ces instances, que ce soit ici à Genève ou même à l'UNESCO ou à New York, ces droits sont politisés. Toutes ces pactes et ces déclarations et ces volontés, pourtant, ont été signées et universellement reconnues. Et pourtant, c'est au nom des identités, et souvent identités culturelles, qu'ils sont relativisés. On est bloqué parce que d'un côté, on voudrait bien respecter toutes les diversités culturelles et politiques, et en même temps, ces mêmes pays qui ont signé tous ces documents et tous ces accords, ils les démolissent. Et, Monsieur Pierre de Sénarclan, comment pensez-vous qu'on pouvait
changer la structure de négociation, de discussion ou de concertation au niveau des Nations Unies pour qu'on arrive à s'entendre? Vaste programme, monsieur. Ouais. Cela dit, je réagis pas toujours bien lorsqu'on parle de la politisation des droits de l'homme pour une raison très simple. C'est que si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce que vous avez bien évidemment fait, vous apercevez qu'une bonne partie de ces articles sont une défense, une promotion de l'État social. Sécurité, droit aux vacances, etc. Et c'est très bien, j'approuve totalement. Mais vous savez très bien que pour avoir une sécurité sociale, on entre directement dans des débats qui sont politiques. À savoir, est-ce qu'il faut davantage de marché, davantage d'État, etc. Donc on est, si vous voulez, dans une problématique que l'on définit comme du droit, comme des idéaux, n'est-ce pas, mais qui implique la mobilisation politique. Et maintenant, aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le problème des identités culturelles. Aux Nations Unies, on n'a jamais réussi à trouver un équilibre entre la définition des droits universels et la protection des minorités. Parce qu'on avait de la peine à définir ce qu'était une minorité, n'est-ce pas? Définir une minorité, c'est quel type d'orientation va-t-on protéger, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va protéger une communauté qui interdit aux femmes de conduire et qui les oblige à certaines comptes, etc. Donc, comment est-ce qu'on gère ce problème entre un identitarisme qui est contre les valeurs de la Déclaration universelle et les valeurs universelles de cette même déclaration? C'est un problème très, très difficile qui ne peut se résoudre que par la politique, c'est-à-dire par la délibération, par le débat, alors, le problème des instances des Nations Unies, bon, elles ont effectivement des défauts parce qu'on a une représentation de l'Assemblée générale comme une sorte de grande agora démocratique, ce qu'elle n'est pas, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent de systèmes extraordinairement différents avec lesquels il faut composer. D'où cette politisation qui parfois nous dérange beaucoup lorsqu'on est attaché à un certain nombre de valeurs. Je ne sais pas si je peux répondre autrement, mais j'ai deux remarques à faire. Vous savez, on est à l'ère de la citation même apocryphe. Et je me souviens de cette citation qui m'a toujours intrigué par sa justesse et par ce qu'elle dit. Il paraît que Bernard Shaw aurait dit que aimer pour deux êtres, c'est ne faire qu'un seul. Et puis il ajoutait lequel. Et les droits de l'homme, oui, mais le débat aussi dans le monde de l'autre côté, c'est quel droit de l'homme, c'est-à-dire quel homme. Il faut peut-être, quand on a accès à toute la littérature éditoriale dans le monde arabe après le 7 octobre, et ce qui se passe à Gaza, et les otages qui sont à Gaza aussi, de l'autre côté, la question, c'est qu'il y a des familles politiques très identitaristes et communautaristes qui ont saisi l'occasion de cette tragédie pour disqualifier tout discours sur les droits de l'homme et la démocratie. Et c'est un discours qui est généralisé, c'est-à-dire l'homme blanc occidental a inventé l'injustice, il l'a masqué par les droits de l'homme, donc les droits de l'homme sont disqualifiés comme valeurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du débat intellectuel, ça s'est diffusé dans la société. Ce sont des principes disqualifiants. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur cette disqualification se greffe bien entendu tout le discours communautariste, identitariste et surtout populiste. On en vient, et vous l'avez probablement lu, à dire et à plaider pour la vertu de la dictature, parce qu'elle signifie de la stabilité, et à récuser la démocratie, parce qu'elle signifie le chaos. Ce sont des équations simplistes, mais en politique, elles fonctionnent. Donc, c'est aussi, je voulais ajouter un peu à votre remarque sur la difficulté de fixer des normes définitives. C'est un effort, c'est un chemin de crête, à mon avis, et c'est une construction par négociation aussi.
Messieurs, je vous remercie. Pour mettre fin au populisme, il faut, si je vous ai bien entendu, à la fois avoir un vrai projet de société et bénéficier aussi de ce que vous avez parfaitement porté tous les deux ce soir, de l'humanisme, et surtout, j'ai dit que vous allez nous donner à penser. Je pense qu'ils nous ont largement donné à penser, donc on peut chaleureusement les applaudir. Merci. Avant la séance de signature qui va commencer dans quelques instants pour nos... voilà, qui a déjà commencé d'ailleurs, on voit effectivement, et c'est très bien. Je me joins bien évidemment et chaleureusement aux remerciements d'Olga vis-à-vis de nos deux intervenants. Et pour celles et ceux qui parfois doutent de l'université comme lieu légitime de l'échange de savoir et de connaissances, nous avons eu ce soir une magnifique démonstration de cette liberté de penser, cette liberté dans l'échange, sans tabou, et c'est très réjouissant dans notre environnement aujourd'hui. Cette semaine donc se termine de la plus belle des manières, avec ces échanges vifs et profonds qui nous ont éclairés, d'ailleurs tout au long de la semaine, et surtout sur ce thème qui nous rappelle les dangers qui pèsent sur les démocraties, et notamment avec cette question liée à l'identitarisme. La semaine des droits humains joue cependant les prolongations, puisque le dernier événement sera en réalité la semaine prochaine, le mercredi 20 novembre, qui s'affiche peut-être derrière moi, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, pour évoquer la situation de cet organisme de l'ONU en charge de l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens, sujet non seulement international, mais aussi qui a une composante helvétique particulièrement saillante. Enfin, et comme vous pouvez l'imaginer, cette 12e édition de la Semaine des droits humains n'aurait pas été possible, d'abord sans le soutien de notre institution, du rectorat de l'Université de Genève, de la directrice de l'Institut d'études globales, Céline Carrère, et puis aussi toute l'équipe, j'ai envie de dire mon équipe rapprochée, que je me permets de citer, Rosvita Tsaler, David Ferreira, Ambroise Barras, Olga Hidalgo Weber, Jacopo Ada, Amaya Faré, ainsi que les 3 étudiantes et étudiants du cours en gestion de projet, Julie Lustano, Andrew O'Hear et Karen Chapuis. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toutes et à tous.